Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un épisode inédit. C'est l'épisode du podcaston. Le but de cet épisode, c'est de vous présenter une association de notre choix. Personnellement, j'ai choisi l'association Partage, cette association qui œuvre notamment pour la protection de l'enfance. Je suis marraine d'une petite fille aux Comores grâce à Partage et j'y suis bénévole, ce qui explique pourquoi j'avais à cœur de vous la présenter et de vous la faire connaître de plus près. Afin de vous donner plus de détails, je vais laisser Yolène Guérif, directrice générale de cette association, prendre la parole. Bonjour Yolène, comment allez-vous? Bonjour, je vais très bien, merci pour l'invitation. Je vous en prie. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'histoire de Partage? Alors, Partage, c'est une association qui a fêté ses 50 ans l'année dernière. Donc, c'est une association en fait qui est née au moment de la guerre du Vietnam. Les fondateurs, les fondatrices ont vraiment souhaité agir en se rendant compte que finalement, dans ce conflit, les premières victimes, c'était les enfants. Et depuis, l'association n'a de cesse de travailler pour les enfants les plus démunis. On a toujours souhaité construire un monde où la paix pourrait être centrale. Donc aujourd'hui, au-delà du Vietnam, nous ne sommes plus au Vietnam, mais nous sommes dans 17 autres pays, plus la France, pour pouvoir nous adresser aux enfants les plus démunis dans le monde. D'accord. Et quelles sont les actions concrètes qui sont mises en place? Alors, très concrètement, je vais vous donner quelques exemples. Il y a quelque chose qui est très important pour notre association, c'est de travailler avec des associations locales, nationales de nos pays d'intervention. Donc, nous passons beaucoup de temps à essayer de trouver, de repérer, d'identifier les associations les plus expertes, les plus solides à travers le monde et qui vont pouvoir déployer avec nous des projets très adaptés aux enfants démunis. Donc, je vais vous donner deux exemples très différents. Vous disiez que vous soutenez une petite fille comorienne avec Partage. Donc, aux Comores, nous travaillons avec une organisation qui s'appelle Maïcha et qui travaille dans 25 écoles publiques. L'idée là, c'est vraiment que tous les enfants de cette région qui s'appelle New Makele, qui est la région la plus pauvre des Comores, que tous les enfants de cette région puissent aller à l'école, puissent y rester, recevoir une éducation de qualité avec des pédagogies actives, puissent avoir accès aux loisirs, à la lecture, puissent déployer ces projets. Et puis dans ce programme, nous avons aussi des écoles qui permettent aux enfants d'avoir accès à une cantine scolaire et donc de recevoir un repas par jour, ce qui est très important dans cette région du monde. C'est un des pays les plus pauvres du monde. Ça permet aux enfants, évidemment, d'être dans de meilleures conditions d'apprentissage, d'être en meilleure santé. Donc ça, c'est vraiment très décisif sur leur avenir et leur destin. Donc voilà un exemple assez concret d'une diversité d'actions autour des enfants. Un autre exemple, par exemple, auquel je pense, où j'ai eu la chance de pouvoir me rendre récemment, c'est en Équateur, le centre San Juan, qui a pour mission sociale d'accompagner des enfants qui auraient été atteints d'infirmité cérébrale à la naissance. Et du coup, ce partenaire-là offre absolument tous les soins nécessaires à ces enfants, de la kiné, de l'orthophonie, des prothésistes. C'est vraiment tout un ensemble de soignants autour de ces enfants et de leur parcours de soins. C'est aussi des soins en matière de psychologie, de psychiatrie. Et puis, il est proposé aussi à ces enfants des activités théâtrales, de dessin, de peinture, de musique, de manière à pouvoir, à ce qu'ils puissent explorer tout leur talent. Et puis ce centre, il a aussi la particularité de chercher à accompagner les fratries, les parents autour de ces enfants qui sont souvent porteurs de handicaps très lourds. Donc, voilà deux exemples très différents, mais on a aussi certains programmes où on va s'adresser aux enfants qui sont en situation de rue. On a aussi beaucoup de programmes où l'art et le sport permettent aux enfants d'explorer leurs talents au-delà des matières plus académiques, l'éducation étant quand même l'une de nos portes Priorité. d'entrée. Voilà. Ok. Et du coup, concernant le parrainage, comment ça se passe pour les gens qui ne connaissent pas?
a deux types de parrainage à partage. Il y a le parrainage d'action et le parrainage d'enfants. Alors, quelle est la différence? Dans les deux cas, évidemment, vous soutenez des enfants, vous soutenez un projet en particulier, donc vous savez précisément où est-ce que votre don va être affecté. Donc, par exemple, quand vous soutenez le projet des Comores, votre don va aller aux Comores et vous pourrez suivre l'évolution du projet aux Comores. Donc, on a le parrainage d'action. Et le parrainage nominatif, donc on est dans cette même situation où on va soutenir tout un projet, là par exemple pour les Comores, c'est le soutien des 25 écoles, mais on va avoir un lien privilégié avec un enfant qui est un enfant ambassadeur de ce projet, qui va vous raconter, vous expliquer comment il vit ce projet, comment il vit les actions du projet, ce qui s'y passe, ce qu'il apprend, comment il grandit. Donc on a vraiment ces deux types de parrainage, soit du parrainage d'action où vous suivez l'ensemble du projet, soit un parrainage nominatif où vous avez un enfant ambassadeur avec lequel vous allez pouvoir engager une relation épistolaire, hein, c'est par écrit essentiellement. Donc l'enfant va vous envoyer régulièrement des nouvelles de sa vie, du projet, comment est-ce que ça se passe pour lui à l'école. Et puis, vous, en retour, vous allez pouvoir lui donner des nouvelles de votre famille, de ce qui se passe aussi dans votre quotidien. Et c'est très, très apprécié des enfants que de recevoir aussi ces nouvelles en retour. D'accord. Et est-ce que dans tous les pays, parce que moi je sais que personnellement aux Comores, l'association Maïcha aussi envoie, en plus des contacts que j'ai avec ma filleule, eux aussi envoient un petit journal de ce qu'ils font en fait du projet, comme vous dites. Et est-ce que tous les pays le font ou est-ce que c'est que certains pays? Non, non, dans tous les pays, vous recevez et des nouvelles de l'enfant et des nouvelles du projet au travers d'un petit journal. Et un petit journal de Maïcha, il est assez incroyable hein, parce que c'est les enfants eux-mêmes qui choisissent les thèmes qu'ils vont vous présenter, qui rédigent les articles, qui prennent les photos. Ils sont accompagnés, reçoivent des formations, ils font des ateliers avec des journalistes pour construire ce petit journal. Donc, ce petit journal-là, il est vraiment envoyé par notre partenaire Maïcha, mais il est vraiment imaginé avec les enfants. C'est un outil des enfants. Et du coup diffusé aux familles des enfants. Il est aussi destiné aux familles des enfants et pas seulement aux parrains et aux marraines. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez fort et en effet, dans l'ensemble des projets où vous parrainez, vous recevez ce type de nouvelles aussi avec des exemples très concrets de ce à quoi sert le projet et donc ce à quoi peut servir votre don. D'accord. Et si on veut parrainer, est-ce qu'on peut parrainer et une action et un enfant? Est-ce qu'on peut choisir le pays? Est-ce qu'on peut choisir le sexe de l'enfant? Comment ça se passe? Alors, il peut parrainer autant qu'on veut. On a des personnes qui vont parrainer dans plusieurs pays, par exemple. Donc, soit l'action, soit en parrainage. La situation peut se... Et donc, on reçoit hein, du coup des nouvelles de chacun des pays, voilà, quand on parraine dans plusieurs pays. Alors, souvent, à partage, on a plutôt tendance voilà, à vous proposer le pays prioritaire et l'enfant qu'on aura identifié comme prioritaire parce qu'on aura travaillé avec sa famille à expliquer à sa famille, expliquer à l'enfant ce que c'est que le parrainage. C'est quelque chose d'assez important hein, parce qu'il faut que l'enfant et sa famille soient d'accord et il faut que le parrainage soit fait dans les meilleures conditions possibles. Donc on va vous dire, ben voilà, cette année, la priorité, elle va être plutôt sur tel pays et voilà l'enfant qu'on vous propose. On ne va pas être dans une logique où c'est le parrain qui va choisir un enfant sur un catalogue. On considère que c'est vraiment plutôt en fonction des priorités qui vous seront proposées. Après, évidemment, si vous nous dites que vous êtes à l'aise en espagnol et que vous aimeriez que vos enfants puissent correspondre en espagnol avec des enfants hispanophones, alors on vous orientera peut-être plutôt sur un partenaire d'Amérique latine. Si vous nous dites la même chose pour l'anglais, on vous orientera peut-être plutôt vers des pays en Asie où les enfants peuvent, bon, il y a des traductions qui peuvent être faites des lettres en anglais, par exemple. Donc, il n'y a pas vraiment un choix. On ne va pas piocher dans un catalogue ce qui nous intéresse, mais nous, on va vous proposer souvent un ou deux choix différents de pays selon les priorités de partage, parce que tel pays va avoir besoin, dans les années qui viennent, de tant de parrains pour pouvoir mener son projet.
D'accord, je vois. Et j'ai vu aussi sur votre site que vous possédez le don, oui, c'est ça, le label don en confiance. Et je voulais savoir ce que ça signifie concrètement pour les gens qui s'engagent avec vous. Alors, mais c'est quelque chose qui est très important pour Partage. On a ce label depuis 1995. Donc, c'est vraiment quelque chose depuis. Il doit exister depuis 1992, je crois. Donc, c'est un label en fait où les organisations membres s'engagent à ouvrir intégralement leurs portes, leurs comptes, leurs portes, leurs équipes salariées, leurs rapports de toutes sortes à un contrôleur du don en confiance. En fait, on se soumet volontairement à ce contrôle annuel. Donc, 1 à 2 fois par an, on a un contrôleur du don en confiance qui vient dans nos bureaux, qui vient dialoguer avec les salariés. Ce contrôleur, il est aussi présent à tous les conseils d'administration et l'assemblée générale de l'association. Il est là, il est présent, il écoute les débats, les discussions, la manière dont se prennent les décisions de l'association et il va juger est-ce que les souhaits du donateur sont respectés? Est-ce que la transparence donnée au donateur est correcte? Est-ce que l'association recherche l'efficacité? Est-ce que l'association recherche bien la probité et le désintéressement? Donc, c'est vraiment les 4 grands principes qui sont observés par le contrôleur qui est indépendant et qui change tous les 3 ans. Donc chaque année, on se soumet à ce contrôle-là, on ouvre tout, voilà, grand les portes à ce contrôleur qui vient observer et puis qui va nous faire voilà, des remarques, des propositions d'amélioration sur tel ou tel sujet, avec vraiment comme objectif principal le respect du donateur. L'idée, disons que leur préoccupation principale, c'est vous avez dit ça au donateur, est-ce que c'est vrai? C'est vraiment leur préoccupation centrale. Et est-ce que vous donnez assez de transparence au donateur sur votre action, et y compris sur les difficultés qu'on pourrait rencontrer? Donc pour nous, c'est très important parce que la transparence, c'est une de nos valeurs centrales à Partage. Quand on fait du parrainage et qu'on propose aux donateurs de soutenir jusqu'à un enfant en particulier, on est obligé d'avoir une grande transparence, une grande traçabilité des dons. Donc c'est quelque chose qui est vraiment important pour Partage. Si vous nous dites que vous soutenez les Comores, vous soutiendrez les Comores et vous ne soutiendrez pas le Bénin. Donc, et on vous dira exactement ce à quoi est utilisé votre don. Voilà, donc c'est important, c'est contraignant parce que ça nécessite d'être très disponible pour ces contrôleurs-là. Ça coûte un peu de sous, puisqu'il faut payer aussi pour ce label. Mais nous, ça nous paraît très important pour nos donateurs et la transparence de l'association. Alors, il faut savoir que Partage est aussi reconnu d'utilité publique. Donc, ça veut dire qu'on se soumet aussi à de possibles contrôles de la Cour des comptes. Et que nous sommes contrôlés aussi par un expert, enfin par un commissaire aux comptes indépendant c'est Deloitte actuellement, qui audite nos comptes tous les ans pour s'assurer de la régularité, de la sincérité et de la fidélité des comptes de notre exercice. Et tout ça est D'accord. disponible sur notre site internet si les gens veulent en savoir plus. D'accord, parfait. Est-ce que Partage, c'est uniquement sur Compiègne ou est-ce qu'il y a d'autres villes qui sont concernées? Alors, le siège est à Compiègne. Historiquement, c'est là que l'association s'est implantée et elle est restée à Compiègne. Beaucoup ont fait le trajet jusqu'à Paris, mais nous sommes restés à Compiègne, ce qui est une ville bien agréable. Et puis, il y a 12 antennes en France, des antennes bénévoles, j'en parlais, mais comme la vôtre. Et donc, il y a 12 antennes sur tout le territoire français et à peu près 300 bénévoles 300 bénévoles incroyables qui organisent des diverses activités de sensibilisation, de communication, de collecte de fonds. Alors, je vais vous donner un peu on en a une en Alsace, une en Auvergne, une à Bordeaux, une dans le Calvados, que vous connaissez bien, une dans le Gard-Hérault, une en Isère, une à Lille, une à Lyon, une dans l'Oise, une en région nantaise, une à Saint-Étienne et une en Vendée. Donc ça, on a un beau maillage de la France.
Elles font des choses extrêmement différentes, communication, collecte, sensibilisation, éducation à la citoyenneté dans les écoles. Et on est toujours, nous, en recherche de nouveaux bénévoles. Donc il ne faut surtout pas hésiter à contacter ces antennes-là, si vous n'êtes pas loin, pour voilà, même juste venir voir pour commencer, à voir si vous avez envie de faire plus. Et puis, si vous avez même envie de créer une antenne pour pouvoir agir pour les droits de l'enfant à un autre endroit de France, nous, on a tout un processus d'accompagnement pour vous aider à le faire. Donc, il ne faut surtout pas hésiter. On peut tenter quelque chose et puis au bout de quelques mois, se dire que finalement, on n'en a plus envie. Il n'y a aucun problème, aucune voilà. L'important, si on a envie de s'engager, qu'on se pose des questions, c'est nous poser les questions et puis nous, on est prêt à vous accompagner un peu partout en France pour vous aider. Bah, effectivement, moi, c'est comme ça que ça a commencé. À la base, j'étais venue dans l'antenne de Caen, juste pour savoir comment ça se passait, pour m'informer, et au final, bah, je suis restée. Mais Et, voilà. et effectivement, c'est vrai on a beaucoup de besoins de bénévoles, d'idées. Ça peut être juste pour donner des prospectus, pour aller dans les écoles. Toutes les idées sont bonnes à prendre. Et j'aurais Tout voulu à fait. aussi qu'on parle du projet pour l'Égypte qui a malheureusement été reporté. Mais j'aurais voulu qu'on parle un peu de ce projet, en quoi ça consiste, qu'est-ce que ça apporte pour les enfants. Très bien. Alors oui, on est très déçus d'avoir dû reporter, mais j'y reviendrai. L'idée de ce projet en Égypte, en fait, il s'inscrit dans un grand projet d'éducation à la citoyenneté en France. Donc, Partage intervient en France dans des écoles et l'idée, c'est vraiment de travailler avec les enfants français à la sensibilisation à la paix, à la citoyenneté, à la solidarité internationale. On pense que c'est aussi comme ça qu'on arrive à créer des ponts entre les peuples, entre les générations, plutôt que des murs. Et donc, dans ce grand projet, on avait prévu cette année d'organiser une grande tournée qui s'appelait Trésor d'Égypte, les jeunes s'unissent en musique pour un monde équitable. Donc c'est 21 élèves d'Égypte qui étaient originaires de deux villes d'Égypte, Luxor et Alminia, pour nous présenter un grand spectacle, une grande performance autour d'une chorale et d'un art martial traditionnel qu'on appelle la danse du bâton ou tartib en arabe, je l'ai bien prononcé, qui est un art martial traditionnel ancestral. Et en fait, cet art martial, il était plutôt réservé aux hommes. Mais notre partenaire égyptien l'a ouvert aussi aux jeunes femmes. Donc, du coup, des jeunes femmes venaient se produire, présenter leur art en France, dans 8 villes de France, dont la scène de l'UNESCO. Donc, malheureusement, on a dû reporter pour des raisons bêtement administratives les visas n'ont pas été acceptés pour les enfants, donc on est en train de vérifier et d'en vérifier les raisons pour mieux les comprendre. Et puis, en fait, c'est la 4e tournée que Partage organise. Il n'y a jamais eu de difficulté de ce type, donc on va essayer de comprendre pourquoi cette fois ça a suscité une difficulté pour réorganiser ça de manière plus sereine l'année prochaine. Voilà. D'accord, bah écoutez, merci beaucoup de nous avoir fait connaître cette merveilleuse association. Et j'aurais souhaité savoir aussi pour les jeunes qui souhaiteraient, comme vous, travailler dans une association à l'avenir, quelles études sont à privilégier et quels conseils vous pourriez leur donner. Alors, déjà, s'ils ont l'envie, c'est décisif. C'est-à-dire que si on a le souhait de travailler pour une association humanitaire ou de solidarité internationale, c'est la première étape. Je pense qu'il faut avoir vraiment très envie pour y parvenir. Après, en termes d'études, il y a, il y a des il y a des filières spécialisées sur le sujet. Maintenant, vraiment, beaucoup d'universités proposent une filière sur les questions d'humanitaire ou de développement international.
Euh, Moi, j'ai fait une école de commerce qui est vraiment dédiée sur la question. C'est une école de commerce qui s'appelle les 3A, comme Afrique, Asie, Amérique latine, et qui a mis l'ESS au cœur de ses enseignements. L'ESS, pardon, l'économie sociale et solidaire au cœur de ses enseignements. Donc celle-ci est tout indiquée, mais il en existe beaucoup d'autres. Et il y a des écoles de commerce, même sciences politiques, des filières plus de sociologie peuvent permettre d'avoir accès à nos métiers. Il y a des filières en développement international. Et puis, alors, pendant longtemps aussi, il y avait beaucoup d'ingénieurs agronomes ou d'ingénieurs euh, sur les énergies renouvelables, par exemple, ou sur tout ce qui est transition énergétique. C'est des profils aussi qui sont recherchés dans notre domaine. Voilà, mais j'aurais envie de dire que l'envie est prioritaire. Après, on a beaucoup de métiers qui sont des métiers qu'on trouve aussi en entreprise. Hein. On a besoin de responsables administratifs et financiers, de comptables, de contrôleurs de gestion. C'est des postes très très importants à partage, hein, ces postes-là, pour assurer la transparence et l'efficacité des actions. Voilà, donc là, on est sur des études très classiques, et puis la personne peut faire le choix de rejoindre une association ou de plutôt travailler pour une entreprise. On a aussi plein de métiers de la communication. Communication digitale, communication papier, du marketing. On a aussi besoin de toutes ces compétences-là qui servent aussi dans le monde des entreprises, mais qui peuvent aussi nous servir voilà, quand on fait pour bien présenter le parrainage, pour bien présenter l'association. C'est des métiers dont on a besoin. Être présent sur les réseaux sociaux, c'est pas une mince affaire, hein, donc vous le savez bien. Donc du coup, c'est aussi des métiers qui sont très très utiles pour nous. D'accord. Et tout ce qui est médecine, tout ça, est-ce que c'est sur place directement ou est-ce que vous aussi, vous pouvez être amené à emmener des médecins français avec vous? Alors, de moins en moins, je pense, en tout cas à partage, on ne le fait pas du tout, mais même je crois que dans toutes les organisations humanitaires et de solidarité internationale aujourd'hui, en fait, les métiers techniques, souvent, ils existent sur place, c'est-à-dire qu'il va y avoir aussi des médecins sur place. Donc, on va essayer de plutôt privilégier de travailler avec des médecins sur place plutôt qu'un médecin français qui partirait quelques semaines sur le terrain. Donc nous, en tout cas, on ne fait pas appel à des médecins ou à des professeurs. On part du principe où ils existent dans nos pays d'intervention et qu'il faut qu'on réfléchisse à comment on peut les aider à bien faire leur travail, à avoir les moyens nécessaires pour faire leur travail. D'accord, parfait. Eh bien écoutez, Yolène, merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci pour votre travail. Je prie que cette association ne cesse de se développer afin que ça profite toujours aux enfants qui en ont besoin. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et puis au plaisir de vous retrouver. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.